J'ai porté ma légende comme une voilette. Ce masque délicieux, un peu primaire, correspondait chez moi à des goûts évidents. La vitesse, la mer, minuit, tout ce qui est éclatant, tout ce qui est noir, tout ce qui perd et donc permet de se trouver. Car on ne m'ôtera jamais de l'idée que c'est uniquement en se coltant avec les extrêmes de soi-même, ses fureurs, ses contradictions, ses goûts, ses dégoûts, que l'on peut comprendre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, ce que c'est que la vie, en tout cas la mienne. Il m'arrive de trouver que la vie est une horrible plaisanterie. Si on est tant soit peu sensible, on est écorché partout et tout le temps, sans compter ce qui peut simplement énerver, agacer à chaque instant. La télévision, un article stupide, la réflexion d'un agent ou de la concierge. Il y a quelque chose qui s'affole en vous, une espèce de bête qui a peur, le petit écureuil dans sa roue. Alors on se prend un verre, comme on prend du coton, de l'oie, tout comme d'autres prennent des tranquillisants pour que la douleur se calme. On a tout le temps besoin de quelque chose. C'est ça l'horreur. C'est ma nature. Moi je crois toujours que les choses vont s'arranger. Chaque fois que je revois un film sur Jeanne d'Arc, je me dis c'est idiot, elle va s'en tirer, c'est pas possible. Roméo et Juliette, c'est la même chose. J'ai toujours dans l'idée que le message va passer, que tout va s'arranger. C'est uniquement comme ça qu'on peut prendre la vie. Comme un opéra comique déjà joué dont on connaît la fin. En espérant désespérément, non pas qu'on va survivre, ou qu'on a une chance de s'en tirer, ni qu'on va avoir le droit de faire ce qu'on veut, mais en se servant de son imagination. Parce que l'imagination, c'est le départ de la compréhension. Avec un peu d'imagination, vous pouvez vous mettre à la place de quelqu'un d'autre et penser tiens, il avait l'air bizarre ce soir, si je téléphonais. L'imagination, c'est la grande vertu, parce qu'elle agit sur tout. La tête, le cœur, l'intelligence. Sans imagination, tout est perdu. Parler de soi, c'est difficile. On arrange, on se rappelle mal. L'enfance, par exemple, c'est une image qu'on se fait. De mon enfance, je garde le souvenir de soirées divines sur la terrasse, du parc, de l'étang, de l'herbe. Mon premier souvenir est un souvenir de couloir. Il y a un couloir qui fait au moins 22 mètres dans l'appartement de mes parents. J'avais un âne à roulette. Et dans ce couloir, je voulais toujours battre des records de vitesse. J'ai eu beaucoup d'accidents toute petite, je suis beaucoup tombée. Je tombe bêtement. Je suis quelqu'un qui se blesse. Moi, je me souviens que j'étais très heureuse, très gâtée, et en même temps très solitaire. Je vivais uniquement avec des adultes. Mes parents, mon frère, ma sœur qui est plus âgée que moi. Je vivais repliée sur ma famille que j'adorais. Il m'en est resté une curieuse impression qui a toujours subsisté en moi. Ou bien que j'étais faussement adulte au départ, ou bien que je suis restée en enfance en grandissant. J'ai jamais eu le sentiment d'une césure entre mon enfance et ma vie d'adulte et ça m'a toujours prodigieusement gênée. J'ai des souvenirs de jours de pluie, évidemment. Le nez à la fenêtre, des heures. Celui d'être un grand cœur incompris. Puis des souvenirs de guerre un peu effrayants, mais je ne me rappelle pas une ambiance triste ou froide ou sans imagination, ce qui est le principal. En 1944, dans le Dauphiné, des gentlemen blonds tout bronzés ont débarqué en char d'assaut chez nous un beau jour. Ah, c'était superbe, ces chars avec ces garçons qui arrivaient, le bonheur général. Puis un souvenir d'une femme rasée. Saint-Marcelin était un petit village, mais il fallait tout de même trouver quelqu'un qui coupait les cheveux. Comme tous les enfants, depuis le début, je faisais pas de nuances. Les Allemands étaient les méchants, les Anglais, les Américains étaient les gentils. Mais quand on a rasé les cheveux de cette femme, qu'on l'a promenée dans la rue, que ma mère s'est énervée et a crié « Comment pouvez-vous faire ça? C'est honteux! Vous vous conduisez comme les Allemands, vous avez les mêmes procédés. » Je me suis dit « Tiens, tout n'est pas si simple. » C'est la première fois que le bien
m'est apparu beaucoup plus ambigu que je ne l'imaginais. L'école, je me levais tous les jours à 8 heures avec un air actif. Je prenais mon cartable et je n'allais pas à l'école. Les bulletins étaient trimestriels. Quand mes parents se sont étonnés de ne pas les recevoir, j'ai dit innocemment, je ne comprends pas ce qui se passe. On était en plein dans les bagages. Enfin, t'es reçu l'année prochaine. Bon, bien sûr que je suis reçue l'année prochaine. Je voulais passer des vacances agréables. À la rentrée, tu es prête, m'a dit ma mère, il faut que tu ailles à l'école. Alors j'y suis allée. Ça ne pouvait pas durer un an de plus. J'y suis allée comme si de rien n'était, en tremblant comme une feuille. Mais j'étais accueillie comme il se devait. Comment? Que faites-vous là? Ça fait 3 mois que vous êtes renvoyée. Alors je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mon père, il paraît que je suis renvoyée. Il a téléphoné, il a fait une histoire atroce. Je me suis sortie comme ça, c'était charmant. C'était le printemps. Je devais avoir 12, 13 ans. Je me promenais à pied. Je prenais l'autobus jusqu'à la Concorde, il y avait les quais, je lisais des heures entières. Je lisais, puis je parlais avec les gens sur les péniches. Puis je revenais sagement par l'autobus avec mon cartable à la main. Après cela, je suis restée 3 mois au couvent des oiseaux. Quand j'arrivais le matin pour la première messe de 7 heures tous les vendredis, je rencontrais les noctambules. Tous les fêtards de la rue de Berry et de la rue de Pontieux, plus ou moins bien installés dans les poubelles, en robe du soir et en smoking, avec des bouteilles de champagne, Prescott Fitzgerald. Et je me disais, mon Dieu, ils s'amusent beaucoup plus que moi, ceux-là. Ils riaient aux éclats, ils parlaient de ce qu'ils allaient faire dans la journée, des courses de chevaux, de n'importe quoi. Et moi, j'allais suivre mes cours de religion pendant 4 heures. Je me disais, c'est pas juste. Et puis il y a eu ce livre, Bonjour Tristesse. Julière l'a pris et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai d'abord fait croire à mon entourage que j'écrivais un roman, et puis à force de mentir, j'ai fini par l'écrire. Je l'avais mis de côté dans un tiroir. Bon, je trouvais que ce n'était pas bon. C'était l'été. J'étais à la campagne. Alors je suis rentrée à Paris, où mon père était resté. J'ai fait taper mon texte grâce à une amie. Je l'ai envoyé à Julière et à Plon. Julière m'a envoyé un télégramme parce que mon téléphone était cassé, comme toujours dans ces cas-là. Prière d'appeler d'urgence Maison Juliard. J'ai réussi à le joindre à 2 heures de l'après-midi. Il m'a dit qu'il voulait publier mon livre. Ça m'a fait un grand choc. J'ai bu un grand verre de cognac, je me souviens. À 5 heures, je suis allée le voir. Il était charmant. Il disait qu'il aimait beaucoup mon livre, qu'il espérait qu'il n'était pas autobiographique, car alors généralement on n'en écrit pas d'autres. Moi je lui ai assuré que non, qu'il n'y avait pas d'histoire sinistre de ce genre dans ma vie privée. Il en a été enchanté, il m'a confirmé qu'il le prenait. Je suis sortie de là aussi enchantée que lui. Quand j'ai dit chez moi que j'étais écrivain, ma mère a répondu « Tu ferais mieux d'être à l'heure pour le dîner, d'aller te peigner ». Et mon père a éclaté de rire. Moi je voulais juste leur dire que j'étais capable de faire quelque chose. Je leur avais jamais montré quoi que ce soit avant les épreuves. Quand ils les ont lus, ils m'ont dit « Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire des histoires pareilles ?» C'est assez bien écrit. Oui, dans notre famille, nous sommes très polis entre nous et c'est très agréable. Quand a paru Bonjour Tristesse, j'avais 18 ans. J'étais épouvantée par les photographes et les questions qu'on me posait. Ils me réclamaient tous des anecdotes. Des anecdotes. Enfin, on n'en a pas comme ça sur le coup, dans une soirée entre amis peut-être, mais là... Alors je disais, une anecdote? Non, je vois pas, je vois rien. Mais je desserrais plus les dents. J'étais muette et on a inventé que j'étais triste. Bon, c'est faux. Mais dans ces circonstances, que voulait-on que je fasse? C'est le prix des critiques qui a tout déclenché. À partir de ce moment, ça a été la corrida. Il y a eu un cocktail, des photographes, des journalistes. Mon âge les a frappés. Ça leur a paru une bonne matière à articles et à photos. Un article apparu dans le Figaro où Mauriac me traitait de charmant petit monstre, je crois bien. Bon, évidemment, j'avais rien d'un monstre, ni charmant, ni petit. J'étais une jeune fille comme tant d'autres. J'aimais vivre, rire, danser, écouter de la musique, voir des amis, lire. Tout cela était très commun.
J'avais toujours pensé devenir un écrivain. Mais devant le succès, ce phénomène de boule de neige effrayant et multicolore, je ne pouvais rien. Je n'avais qu'à courber le dos et attendre que ça passe. Moi, j'en ai souffert au début, car il est toujours agaçant d'être montré du doigt comme un objet, on se préfère comme tout le monde. Quand j'ai reçu le prix des critiques, j'ai eu une seconde de lucidité. Parmi tous ces gens accrochés à moi, ces photographes, ce côté dément de la situation, je me suis dit brusquement, tiens, c'est ce qu'on appelle la gloire. Et bizarrement, j'avais plus beaucoup de plaisir. Mais j'ai tout de suite su que la gloire, c'était des questions et des réponses et une manière de biaiser avec la vérité. J'ai rencontré cela trop tôt, à 18 ans, en 188 pages. J'en avais presque un sentiment de culpabilité, tout en me sentant parfaitement irresponsable. Je suis devenue une denrée. Le phénomène Sagan, le mythe Sagan. J'avais honte de moi-même. Je marchais la tête baissée dans les restaurants. Quand on me reconnaissait, j'étais épouvantée. On a envie qu'on vous parle normalement et qu'on ne vous demande pas sans arrêt si vous aimez les nouilles ou je ne sais quoi d'aussi banal. Être le sujet inintéressant d'une histoire inintéressante, c'est plutôt déprimant. J'étais la prisonnière d'un personnage. Rien à faire pour m'en évader. Tout le monde était décidé à voir en moi cette héroïne de bande dessinée qui s'appelait Sagan. On ne me parlait plus que d'argent, de voiture, de whisky. Je recevais 3 ou 4 lettres d'injures par semaine. On me rangeait d'ailleurs sous plusieurs étiquettes. Il y a ceux pour lesquels j'étais une demoiselle scandaleuse et perverse qui commet tous les jours des horreurs dans Paris, la nuit de préférence. Ceux pour lesquels j'étais un petit être complètement ahuri qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Ceux pour lesquels j'étais une effrontée qui avait fait écrire son livre par un autre. Et ceux pour lesquels j'étais le monstre Sagan. Sagan la folie. J'étais tentée de contrer tout cela. D'être calme, pudique, réservée. De faire opposition à ce monstre qu'on projetait sur moi, monstre aux 1000 facettes. Un journaliste anglais s'est amusé à reconstituer ce qu'il appelait la panoplie Sagan. Whisky, machine à écrire, flacon de pastilles digestives, les œuvres de Marx, Karl, pas de Groucho, et l'Aston Martin. Bon, la machine à écrire, d'accord. Le whisky, d'accord aussi. Mais les comprimés effervescents, j'en prends jamais. Marx, je connais très mal. Quant à l'Aston Martin, oui, j'en ai eu une. Et elle m'est tombée dessus. Moi, j'ai mis assez longtemps à comprendre qu'il me fallait un masque, le mettre sur ma figure. J'ai mis le masque de ma légende et elle a cessé de me déranger. J'aimais bien aller vite, j'aimais bien faire la fête, bien que ce soit un faux semblant, une manière bigarrée de tromper la solitude. Et puis j'aimais la gaieté, les rencontres. C'était un masque et aussi un petit peu moi. Dans ces circonstances, c'était parfait, il n'y avait plus trop d'efforts à faire. D'ailleurs, derrière les masques, vous savez ce qu'il y a? Rien d'étonnant, un être humain. Enfin, je parlais jamais de moi vraiment. Je me contentais d'abonder dans le sens de ma légende, celle qu'on m'avait faite. Puis je me disais, tout le monde a une légende plus ou moins stupide. J'aime mieux ça que si on me voyait en train de faire la cuisine. Puis celle-là ou une autre. Je me disais aussi que ce qui est grave, c'est quand les héros des légendes y croient et essayent de ressembler à leur légende. Le résultat est une catastrophe. Puis il est arrivé que je m'en suis fichue. Je n'étais plus prisonnière du monstre Sagan. Je me suis dit, flûte, maintenant, j'ai plus à m'excuser, voilà, c'est comme ça. L'argent? Bon, je ne sais pas si ce qu'on me reproche le plus, c'est d'avoir gagné beaucoup d'argent ou de l'avoir dépensé. Seuls les excès me reposent, intellectuels et physiques.
Je suis attirée par tout ce qui n'est pas rassurant. Je ne cherche pas la sécurité, je ne sais même pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Je n'aime pas posséder ni économiser de l'argent. La gratuité a disparu de nos jours, malheureusement. On trouve de moins en moins de gens disposés à agir pour rien, à accomplir un acte désintéressé, un acte pur, hein. Un de ceux qui a pourtant un énorme pouvoir. Hein. Dans les milieux où je vais parfois, il n'y a plus que 3 sujets de conversation. La vie privée d'abord, qui couche avec qui. La grande politique vue à travers les petits intérêts. La dernière parole du président va faire baisser nos affaires. Et la vantardise. J'ai récemment ridiculisé un tel. Bref, c'est la grossièreté. Bon, j'aime pas les habitudes. Le cadre qui a déjà vécu. Je déménage tout le temps, c'est une manie. La vie matérielle m'ennuie à un point qui frise la maniaquerie. Lorsqu'on me demande ce qu'il faut préparer pour le dîner, cela me plonge dans des abîmes de perplexité, d'ennui, d'angoisse. Bon, j'ai aucun respect pour l'argent. Je déteste, non pas ce qu'il procure, mais les rapports qu'il introduit entre les êtres humains et la vie qu'il inflige à la majorité des gens. Mes premiers romans m'ont rapporté des sommes folles. J'avais 20 ans. Cet argent me semblait un peu fou en lui-même. Moi, je comptais jamais. J'en ai envoyé à des personnes que je connaissais pas du tout, mais qui m'écrivaient, il me faut de l'argent pour acheter une machine à laver. J'en envoyais à des mères de famille acculées, je faisais un chèque. C'était pratique, enfantin. Bon, on m'a retiré mon carnet de chèques parce que je passais mon temps à distribuer à droite et à gauche et je finissais par avoir des ennuis d'argent. On m'a confié à quelqu'un qui paye tout pour moi. Les poireaux, l'assurance des voitures, la maison. Quand je hurle, on m'envoie 1000 francs d'argent de poche, là s'arrêtent mes rapports avec le quotidien. J'ai claqué des centaines de millions anciens. Comment j'ai fait? Je sais pas, la vie. Bon, j'ai rien acheté, j'ai pas le sens de la propriété. Tous mes placements étaient épatants. Les bateaux coulaient. Fallait remplacer sans cesse la moquette des appartements. J'ai beaucoup joué aussi. Jouer, c'est une chose inexplicable. Une passion, une façon de perdre, une certaine façon de vivre. Je me suis vraiment amusée au jeu, à la vie. Quoi qu'il arrive, c'est une tranche de ma vie sur laquelle je suis certaine de n'avoir plus tard aucun regret. J'aime les mots. J'aime les 9/10 des mots. Il en est des ravissants. Balcon, par exemple. Mais il y a aussi persienne, mélancolie. Écrire, c'est comme marcher dans un paysage inconnu et ravissant. Ravissant, mais parfois humiliant quand on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut. Là, c'est la petite mort. On a honte de soi, on a honte de ce qu'on écrit, on est minable. Écrire reste un effort d'humilité effrayant. C'est quelque chose avec quoi on n'a pas le droit de plaisanter. Moi, je crois à l'honnêteté. Oui, la valeur que moi j'essaye de respecter, c'est la littérature. Vraiment. Moi, je doute tout le temps de moi. Le doute, c'est ma santé. 9 fois sur 10, écrire, c'est se tromper. Le fait d'écrire est la seule manière de se tromper peut-être, mais de se tromper délibérément. Mon thème principal est la solitude. L'amour est en quelque sorte un trouble fait, car ce qui me paraît primordial, c'est la solitude des gens et leur façon d'y échapper. Le drame, c'est la vie quotidienne. C'est de se lever, de se coucher, de s'agiter entre-temps et de se laisser glisser. La fureur, le bruit, la peur, l'exaspération, l'angoisse, l'ennui,
Tout cela se retrouve tous les jours dans la vie de n'importe qui s'il est un peu sensible. Les sentiments sont les mêmes partout. Un milieu envoie un autre. C'est en approfondissant les êtres qu'on apprend à les connaître bien mieux qu'en courant. Ça, c'est la découverte. C'est pourquoi les voyages n'apportent rien à personne, sinon l'art de surmonter les embûches d'ordre touristique. Il y a tout l'être humain à fouiller. Un être humain, c'est quand même fait avec des nerfs, des os, du sang. C'est quelque chose d'extraordinaire. Même s'il commet un acte répugnant, il y a toujours une raison, une faiblesse qui l'empêchait de faire autrement. Et je me sens incapable de lui jeter la première pierre. Vraiment. Incapable de le juger coupable. Moi, j'aime trop les gens pour ne pas répugner moi-même à leur faire du mal. Et les juger, c'est déjà leur faire du mal. Tous les êtres ont en eux quelque chose de superbe. Parce qu'il n'est pas possible de naître parfaitement laid. Je suis irrémédiablement attirée par tout ce qui met en jeu un mode de vie. Dès que quelqu'un est dans la possibilité de tomber, de se faire mal, il m'intéresse. Moi, je n'ai pas besoin de miroir. Lorsque je regarde quelqu'un, c'est pour le voir. C'est pas pour voir dans ses yeux mon reflet. Moi, je fais confiance aux gens. Les plus affreux, s'ils ont un geste quelconque, j'oublie toujours qu'ils sont affreux. Et j'aime beaucoup les gens gentils. J'envie les gens sûrs d'eux, au fond. Je suis jamais sûre de moi. Il y a tant de similitudes entre les enfants et les hommes. Les hommes sont vulnérables. Ils veulent jouer au cow-boy et ils ont toujours peur qu'on ne marche pas dans leur western. J'éprouve de la pitié pour les hommes. Bon, les femmes ont décidé de devenir fortes au moment où les hommes commençaient à se sentir un peu faibles. Il y a certains hommes qu'on préfère à tous les âges, ceux qui aiment la compagnie des femmes. Ils sont rares. Bon, et encore, j'en sais rien. L'équilibre, pour moi, c'est de se retrouver dans son lit le soir sans épouvante et le matin sans découragement. Une espèce d'accord entre ce qu'on pense de soi et sa vie. J'aime pas la mode. Je la fuis totalement, à tous les niveaux. Un jour, j'ai proposé à la directrice d'un magazine féminin de lui composer un numéro spécial avec le contraire de ce qu'on propose habituellement. Comment être oisive, comment devenir vieille, grosse, laide et triste en 15 jours. Je crois pas que mon humour était bien compris. Ouais, il m'arrive de me mettre en colère plus d'une ou deux fois par an. Ça veut dire que je m'échappe à moi-même et ça aussi je le déteste. J'ai tellement peur de ce que je vais dire que je pousse les gens dehors précipitamment et je me fais mal. Une saignée comme Louis XIV. Je passe ma main à travers une vitre, ça saigne et je respire. Autrement j'étouffe. Mais je mets toujours les gens dehors avant, poliment. La colère me submerge, c'est terrible. Et quand je pense que mon grand-père est mort de colère dans un taxi parce que le chauffeur s'était trompé de chemin, j'ai l'air calme. S'il m'arrive d'être triste, je sais que je ne retrouverai mon équilibre que dans l'excès. Je ne suis reposée qu'à bout de fatigue, tranquille, qu'à bout d'inquiétude. Je commence à écrire un livre qu'au fond du désespoir. Le prêcha de la femme libre, sûre d'elle, 7 heures par jour dans son petit bureau, responsable, m'ennuie profondément. J'aime rêver, ne rien faire, voir le temps passer sans jamais avoir la sensation d'être avide, de s'ennuyer. La liberté, c'est ça. Je suis toujours incapable de me forcer à faire ce qui m'ennuie. Je prends la vie comme elle vient. Je regarde à droite, je regarde à gauche, ni derrière, ni devant. Bon, ce qui ne veut pas dire que je sois nécessairement heureuse. Il est très difficile d'être paresseuse, car cela suppose d'avoir assez d'imagination pour ne rien faire,
Ensuite, d'avoir assez confiance en soi pour n'avoir rien fait. Et enfin, d'avoir assez de goût pour la vie. Afin que chaque minute qui passe semble se suffire à elle-même. Sans qu'on soit obligé de se dire « j'ai fait ceci ou cela ». Ouais, ne rien faire implique aussi avoir de très bons nerfs. Afin que la considération des autres, le fait de se prouver à soi-même qu'on est capable, sont des lettres mortes. Si je suis paresseuse, j'aime aussi travailler. Ce qui fait que le plaisir l'emporte parfois sur la paresse. Je travaille. Par période. Puis je suis brave. C'est ma meilleure qualité. Quand on est très jeune, on est avide de vivre. Ensuite, même si on est un peu moins facile à contenter, on se rend quand même bien compte qu'on est, qu'on meurt et qu'on vit entre-temps. Ce que je trouve infect, c'est de mourir un jour. On vous donne plein de cadeaux, qui sont les enfants, le printemps, le soleil, les arbres. Et on sait qu'un jour on va vous les enlever, hop là. C'est pas bien. C'est pas gentil. C'est pas honnête. Mon désespoir vient de là, en grande partie. Malgré l'amour et la maladie, j'étais heureuse.